Alors, dernière présentation, Fabien Robin, l'avenir de la transplantation hépatique. J'aurais presque pu vous faire croire que Fabien Robin est l'avenir de la transplantation hépatique, et c'est tellement vrai. Donc, je vais lui céder la parole. Merci Monsieur Boudjema, merci de m'avoir confié l'organisation de cette journée. Je remercie les orateurs également qui ont accepté sans discussion de participer à la journée. Je préfère dire aussi que c'est de bons orateurs, mais c'est aussi de talentueux chirurgiens que je côtoie tous les jours, tous autant qu'ils sont. Et je suis très heureux qu'ils soient là aujourd'hui. Donc moi j'ai la lourde tâche de vous parler de l'avenir en transplantation hépatique. Bon, c'est un vaste sujet, un petit peu partial sur les choix que j'ai faits, un petit peu rêveur, vous allez voir. Il y a matière à discuter. Alors, on ne peut pas parler de l'avenir sans parler un petit peu du passé. D'abord, la greffe, c'est un succès absolu, un succès technique, qu'on doit pratiquement, essentiellement, quasiment totalement à un seul homme, Thomas Starzl, avec une technique qui n'a pas beaucoup évolué depuis 60 ans. Deuxième vague de succès, c'est la victoire face au rejet, bien sûr, au rejet, avec l'avènement des immunosuppresseurs, avec la cyclosporine, Jean-François Borel, Recalne. Alors, c'est un succès qui est quand même relatif. Voilà, j'ai envie de le dire quand même, il est relatif, puisque finalement, la greffe est victime de son succès. Elle est victime, c'est un succès à l'échelle individuelle. Quand on est greffé, c'est bien, ça marche bien, c'est chouette. Mais à l'échelle collective, c'est plus pondéré. Il y a une vraie pénurie d'organes, tout le monde n'y a pas accès. Il y a actuellement, comme en cœur, plus de demandes que d'élus. 2,5 receveurs pour un seul donneur. Vous voyez un petit peu les courbes qui l'illustrent. Dans les années 90, il fallait 3 mois à peu près pour épurer la liste. Maintenant, il faut pratiquement 9 mois, et ça ne fait que s'aggraver. C'est une pénurie qui s'aggrave. Vous voyez le décès sur liste qui augmente. On passe de 12% en 90 à pratiquement 15%. Et je ne parle que du décès, pas des sorties de liste. Donc un succès relatif à l'échelle collective. De même, le victoire avec le rejet est relatif lui aussi. Alors effectivement, c'était une vraie révolution quand c'est arrivé. Effectivement, ça a permis que la greffe prenne, finalement. On avait un petit peu passé le cap du rejet, des décès post-opératoires. Cependant, un patient qui est greffé, qui est bien traité avec son immunosuppresseur, n'a pas la même survie qu'un patient, quelqu'un dans la rue. Donc il y a une néphrotoxicité, il y a de l'hypertension, du diabète post-transplantation, une dyslipidémie, un risque cardiovasculaire, une dépression de l'immunité infectieuse, des cancers de nouveau. Donc voilà, il y a quand même des problèmes qui se posent, et de plus en plus avec les malades qu'on greffe, qui sont de plus en plus graves et de plus en plus comorbides. Donc globalement, si je devais résumer mes deux choix, il y a 2 enjeux à traiter. Le premier, c'est pallier la pénurie de greffons, c'est un vrai problème pour rendre ce succès individuel collectif, et améliorer la tolérance du greffon, faire mieux. Alors la première, pallier la pénurie de greffons. Je vais tout de suite couper court aux donneurs vivants. Globalement, ce n'est pas tellement le choix qu'on va faire en Occident. Le monde s'est globalement polarisé en 2 régions, une région orientale où le donneur vivant représente la grande majorité des greffes, 90% quasiment, pour des raisons, on va dire, familiales, culturelles, et d'autres encore. Et nous, en Occident, c'est plutôt une promotion du donneur décédé, qu'il soit donneur en mort encéphalique ou donneur en arrêt cardio-circulatoire, le Maastricht 3. Donc c'est plutôt sur cet axe-là qu'il faut travailler. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu repousser les limites plus loin, en s'intéressant à des greffons qu'on n'aurait pas forcément pris avant, des greffons qu'on appelle peut-être improprement marginaux, on dira de manière un peu plus littéraire, qui sont des donneurs, ils viennent de donneurs à critères élargis. Et bien l'usage de ces greffons, plus vieux, plus comorbides, plus stéatosiques, a quand même permis de répondre à un besoin et de diminuer la mortalité sur la liste d'attente. Alors quel problème ça pose? Disons, dans un monde idéal, s'il y avait le donneur à côté du receveur, on le sortait d'un coup, on le greffait en 20 minutes, il n'y aurait pas de problème. Cependant, il y a un temps incompressible de conservation, logistique, technique chirurgicale, qui font qu'il y a une durée d'ischémie qui survient. Et c'est pendant ce moment-là que les greffons souffrent. C'est là qu'on voit la différence entre un jeune greffon de 19 ans et un vieux greffon stéatosique. Donc voilà, ces greffons fonctionnent bien, mais ils sont beaucoup plus sensibles à l'ischémie-perfusion. Lésions endothéliales, cholangiocytes, ischémie biliaire, d'autres à citer. Globalement, il y a plus de dysfonction post-opératoire du greffon, plus de non-fonction primaire, et globalement, ça influe sur le post-opératoire, avec plus de sepsis, une durée de réanimation plus longue, durée de séjour plus longue, les complications qui vont avec, plus de perte de greffon, plus de morbimortalité. Alors, qu'est-ce qui manque pendant l'ischémie? De l'oxygène. Donc, qu'est-ce qui a été évoqué pour le résoudre? Apporter de l'oxygène. Alors, c'est un concept qui n'est pas du tout nouveau, vous le savez bien, qui date des années 70, qui date de l'ère des solutions de conservation, de Belzer, mais qui a été remis au goût du jour récemment. On a pas mal de retard par rapport au rein, ça fait déjà moins de 10 ans que c'est d'actualité dans le rein, et le foie, ça tarde un peu.
Donc je parle d'avenir, mais là c'est plutôt du présent, on va dire. Ces machines de perfusion, on parle que de ça en greffe actuellement. Cette machine-là, c'est la machine de perfusion hypothermique, donc il y a le greffon qui est perfusé sur un circuit qui contient de la solution de conservation, et dans lequel il y a un oxygénateur à membrane qui va dissoudre de l'oxygène. Il n'y aura pas de transporteur, hein, comme dans le sang, et donc l'oxygène va être distribué dans l'organe pendant plusieurs heures avant la transplantation. Bon, alors je ne vais pas faire toute la littérature, cette revue de la Cochrane récente résume un peu les faits. Globalement, ça marche, hein. Ça améliore les complications post-opératoires, ça améliore la survie du greffon, ça améliore les complications biliaires, celles qu'on redoute le plus, hein, dans les greffons un peu fragiles, et ça améliore la dysfonction précoce du greffon, ça la diminue. Alors finalement, ça a réussi à franchir les étapes bien plus tard que le rein. Le rein, c'était il y a 10 ans déjà que ces petits œufs ont fini par s'imposer dans le contexte de la greffe d'organes. Dans le foie, ça s'est imposé il y a 2 ans, enfin dans le Maastricht 3, pour diminuer les taux de complications biliaires, en élargissant un petit peu les critères de sélection. Ça s'est imposé cette année enfin dans le donneur en mort encéphalique, après un long travail de l'Agence de biomédecine notamment. En mars 2023, un arrêté a officialisé le remboursement d'un forfait de perfusion pour les organes, une partie des organes prélevés qui correspondent à des critères de fragilité, l'âge, la stéatose, l'arrêt cardiaque, je ne le cite pas, mais ça représente à peu près 20% des greffons qui pourront être perfusés enfin. Voilà un petit peu le présent, on va dire, pour la perfusion, et l'avenir, c'est peut-être plutôt ça, c'est la perfusion normothermique oxygénée. Comme juste avant, ce n'est pas non plus un concept très nouveau, hein. Ça date de Carrel et Lindbergh. Déjà, la perfusion de l'organe est bien plus vieille que la greffe. Mais c'est l'équipe d'Oxford qui l'a remis un petit peu au goût du jour récemment, en 2016, avec le développement de machines un peu innovantes qui s'apparentent un peu à l'ECMO finalement. Vous avez ici le principe de la machine de perfusion normothermique oxygénée. Vous avez l'organe qui est dans une chambre de perfusion, qui est perfusé par la veine porte et par l'artère, drainé par la veine cave, un cœur artificiel, un circuit une pompe qui centrifuge, des poumons, un oxygénateur à membrane, et des nutriments qui proviennent d'une alimentation parentérale qui vont apporter ce qu'apporterait l'intestin classiquement. Je passe sur les sels biliaires, les vasodilatateurs, l'insuline, l'héparine bien sûr. Alors c'est un mode de conservation tout à fait novateur. Il rétablit, on peut dire, les conditions physiologiques de la vie, comme s'il était dans un receveur d'attente en fait, en quelque sorte. Le foie est perfusé au sang, à chaud, à 37 degrés, et donc l'organe est en quelque sorte ressuscité. Il va refonctionner, il va faire sa fonction, c'est-à-dire qu'il va épurer les lactates. On dose sur la machine toutes les heures les lactates, on voit qu'il y a une décroissance des lactates. Il produit de la bile par le petit cathétérisme de la bile qu'on a fait, et la conservation dans ces conditions, en théorie, sans trop de limites. Voilà un petit peu le principe de cette machine, enfin, puis de vidéo qui illustre une des machines, parce que ce n'est pas la seule, hein, c'est celle qui a été développée par l'équipe d'Oxford, hein, par Peter Friend et Nasrallah. Voyez ici une machine qui est en train de se faire préparer, un circuit de perfusion dans lequel on injecte du sang, de culoglobulaire isogroupe du donneur, 3 culoglobulaires, de l'albumine et antibiotiques, héparine, un peu de calcium. Voilà un petit bolus au début et quelques perfusats qui vont assurer l'homéostasie en quelque sorte dans ce receveur, de l'héparine, des vasodilatateurs, des sels biliaires. Voilà c'est un petit cocktail un peu complexe. Et la machine démarre ensuite, commence à chauffer si je puis dire, on va l'allumer, le circuit commence à tourner. La température monte à 37 degrés, le pH est ajusté à plus de 7. Pendant ce temps-là, le chirurgien préleveur fait la backtable. Classiquement, on va squelettiser l'ensemble des vaisseaux afférents et efférents du foie. Et pas à pas, on va cannuler un par un les vaisseaux qui vont recevoir le sang ou drainer le foie. Voilà la veine cave rétrohépatique qui est cannulée par une grosse cannule cave. Voilà, ensuite, on va passer à la veine porte, bien évidemment. Ici, voilà, cannulée également, hermétiquement. On va cannuler l'artère également, avec beaucoup de précautions, tant on sait la fragilité de ce vaisseau et le caractère critique de l'anastomose dans la transplantation. On cathétérise avec un petit drain de élastique les voies biliaires, pour exclure un peu les fuites de bile du circuit, et surtout pouvoir quantifier après la bile la cholérèse dans le circuit. Voilà, on prépare l'installation dans la chambre de perfusion. Le circuit est fermé, 2 entrées, la porte et l'artère. Un drainage, c'est la cave. On arrête le circuit et là, on va installer l'organe. Voilà le foie qui est encore froid à ce moment-là, qui est vide, enfin qui est lavé à la solution de conservation. On branche les canules pas à pas. Évidemment, on fait toutes les précautions qu'il faut pour ne pas laisser de bulles passer dans le circuit, comme on n'en laisserait pas dans un circuit physiologique, si je puis dire. Et on va mettre en place la perfusion. La perfusion se met en marche.
Et comme ça se passe dans le receveur, il y a un déclampage. Et donc le foie va se reperfuser, se regonfler, se recolorer et redémarrer. Vous voyez le foie là qui se recolore, qui reprend vie finalement, hein, et qui reprend fonction parce qu'il va produire de la bile et il va épurer ses lactates. Et ensuite, voilà, une durée de conservation peut être allongée, on en reparlera, et l'organe peut être évalué, et à la fin de cette conservation, eh bien, on va venir le laver, comme on laverait sur un prélèvement d'organe avec une solution de conservation, le refroidir. Pendant ce temps-là, l'hépatectomie est terminée sur le champ, et on va le sortir de la chambre et le greffer, avec une très très courte durée d'ischémie finalement. Alors, ça paraît un petit peu fantastique, on attend des miracles. Ils ne sont pas encore arrivés, mais voilà, le premier essai est apparu, a fait la une de Nature en 2018. Hein, c'est l'essai de Nasrallah, donc l'équipe de Oxford, qui l'a présenté, avec des résultats intéressants. On voit ici l'opposition entre la normothermie et la conservation statique standard, static cold storage. On voit ici qu'il y a une diminution de la cytolyse post-opératoire, diminuée de moitié. On voit ici qu'il y a une diminution de la dysfonction post-opératoire du greffon, quasiment de moitié aussi, et moins de greffons refusés. On en reparlera. Malheureusement, au bout d'un an, il n'y avait pas de différence de survie du greffon et du greffé. Bon, alors il se trouve que tous les patients qui étaient inclus dans l'étude étaient vraiment non sélectionnés. Des bons greffons, des moins bons, voilà, du donneur en mort encéphalique, du donneur à cœur arrêté. Voilà. En tout cas, sur cette population qui représente toute la population, pas de différence. D'autres essais ont eu lieu après. On voit ici un essai avec une autre machine qui a montré une diminution de la dysfonction post-opératoire du greffon, moins de lésions histologiques. Et dans le dernier essai en date de septembre 2023, dans Annals Surgery, il n'a pas réussi à montrer une différence entre la normothermie et le static cold storage en dehors des greffons qui avaient un donor risk index élevé. Donc comme quoi il faut peut-être sélectionner les patients qui sont éligibles à ces perfusions. Mais la réhabilitation du greffon, ce n'est pas la seule piste pour utiliser ces machines. Vous voyez ici la machine suisse de Zurich, qui est développée par l'équipe de Pierre-Alain Clavien, extrêmement aboutie, qui a remplacé pas à pas toutes les fonctions qui environnent le foie dans l'organisme. Évidemment, comme la précédente, il y a une pompe, il y a une ECMO, il y a des poumons, donc il y a un oxygénateur à membrane, mais il y a en plus des hormones pancréatiques et en plus une dialyse qui vient assurer la fonction rénale et pancréatique. Vraiment, ils ont essayé pas à pas de répondre à toutes les problématiques qui se posaient et qui manquaient dans la machine initiale. Et grâce à cette machine, ils ont réussi à faire une perfusion de 3 jours et ensuite greffer le foie avec succès, sans problématique particulière ensuite. Alors ça a l'air d'un petit concours, comme ça, mais ça n'est pas un. Il y a plus à voir à travers cette perfusion prolongée. Il faut imaginer que si on peut prolonger la perfusion, on peut imaginer conserver les organes, stocker les organes dans une idée de banque d'organes un jour. Bon, c'est un peu futuriste, mais ça ouvre un peu les portes à ça. Comme on conserve aujourd'hui le sang dans une banque du sang, dans un établissement français du sang, on peut imaginer demain avoir un établissement français des organes et conserver un foie pour assurer la disponibilité d'un foie au bon moment pour le bon patient et ne pas mourir sur liste ou alors mourir dans le cas d'une hépatite aiguë où il n'y a pas de foie disponible. Ça arrive encore. On aura un foie sous la main dans une banque d'organes. Bon voilà, c'est une idée un peu futuriste, mais il faut l'évoquer parce que c'est une perspective. Alors l'autre intérêt de cette machine est un peu moins loin dans le futur, c'est l'évaluation des greffons. Cette machine, je vous l'ai dit, elle permet au foie de fonctionner sur la machine. C'est-à-dire qu'on peut voir le foie marcher, le foie fonctionner. Et donc c'était une étude préliminaire qu'ont fait les Anglais à Oxford sur cette machine, en prenant une série de foies qui ont été refusés, jugés impropres à la greffe, pour des raisons X ou Y, le donneur, l'aspect stéatosique, l'histoire du malade, l'âge, ce que vous voulez. Et donc ils ont pris tous les greffons refusés qui leur venaient sous la main, ils les ont perfusés et ont pu les évaluer. Et ils ont constaté que 70% des greffons qui avaient été refusés fonctionnaient. Ils fonctionnaient et donc ils ont été greffés. Donc on a récupéré 70% des 31 greffons qui ont été refusés. Alors vous me direz peut-être qu'ils ont mal marché. Ben si, ils ont bien marché parce que finalement ils ont été comparés à un an, leur survie à un an a été comparée, elle était la même que des greffons dans le circuit standard. Donc pas de perte de chance avec cette machine. Donc la perspective, on l'a bien compris, évaluer le greffon. Et il y a une masse, il y a vraiment quelque chose à faire en France avec ça. Vous voyez ici la courbe de l'ABM, du groupe technique, où on voit les taux de prélèvement sur les donneurs recensés, voilà, ceux qui ont été prélevés, 50%, 30% de refus des familles dont on n'arrive pas à se décrocher, et enfin une petite portion de refus des équipes pour motif médical, stéatosique, technique, ou alors ce que vous voulez, l'âge du donneur, des motifs qui sont à discuter, qui sont, on va dire, subjectifs. Et donc il y a 341 fois dans les plus grandes années qui pourraient être récupérés, enfin discutés à leur évaluation. Et donc c'est ça qu'on va faire à Rennes. On a fait un dépôt de PHRC l'an dernier qui a été accepté, cette année enfin,
à Rennes le projet Transperf, conduit par Ethem Jedou, qui consiste à récupérer dans un travail multicentrique tous les greffons refusés par l'ABM. Ils vont être récupérés par l'équipe locale qui est en charge du projet. Ça peut être Rennes, ça peut être une autre équipe. Et ces greffons vont être perfusés, évalués sur des critères objectifs, la lactatémie entre autres, et la cholérèse par ailleurs. Et on va voir si on les greffe ou non. Et donc le projet, c'est de récupérer tous ces greffons qui sont potentiellement perdus parce que jugés de manière subjective. Alors il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas avoir entendu parler d'une autre perspective pour l'avenir, c'est la xénogreffe. Déjà, il y a 2 ans, on voyait apparaître les premiers succès de transplantation de reins de porc chez l'homme. Ils avaient réussi à franchir le défi du rejet aigu. Effectivement, les porcs disposent d'une petite protéine, l'alpha-galactosidtransférase, qui a induit un rejet aigu et extrêmement violent quand on le transplante chez l'homme. Eh bien, des sociétés américaines ont réussi à éteindre un petit peu la production de ce gène et donc éviter le rejet aigu qu'on attend chez l'homme. Donc, ils ont greffé, pour commencer, un rein dans un mort encéphalique et constater la production d'urine, la clairance de la créatinine. Bon, c'était sur une mort encéphalique, mais déjà un premier succès. Ça a été reproduit une deuxième fois avec 30 jours de durée sans rejet sur un autre mort encéphalique. Et il y a 1 an, il ne vous a pas échappé qu'il y a été greffé chez un homme qui était hors de la liste d'attente en Amérique, un cœur de porc, qui malheureusement est mort au bout de 2 mois, mais pas forcément pour des raisons du greffon, ce n'est pas un rejet. Le malade était tellement grave à la base, c'est pour ça qu'il était exclu de la liste, il me semble, qu'il est mort de ses propres comorbidités. Il y a 1 mois, il me semble, un deuxième greffon a été greffé chez un Américain qui était également en bout de course et qui actuellement, alors que je vous parle, a un cœur battant de porc qui le permet de vivre. Donc voilà des perspectives extrêmement intéressantes. Alors, comment on fait pour le foie ? L'idée n'est pas nouvelle, voilà les papiers dans New England. Pour le foie, l'idée a déjà été développée par Starzl à l'époque, en 1993. Il avait tenté de greffer, il avait greffé un foie de babouin sur une patiente, effectivement qui était hors de la liste, et il avait constaté 70 jours de survie. Alors le babouin n'a pas la protéine en question qui induit un rejet aigu, les primates n'en disposent pas, donc il n'a pas été confronté au rejet aigu. D'ailleurs, il y a eu très faible signe de rejet à l'autopsie. 70 jours de survie, un décès qui est induit par une stase biliaire, angiocolite et une série de complications infectieuses qui ont été jusqu'à l'aspergillose et qui ont conduit au décès en réanimation. Alors on se dit, c'était quand même un succès assez relatif, mais tout de même, ça a bien marché au début. Alors oui, mais le problème, c'est qu'il s'est rendu compte que là, c'est plus compliqué pour le foie. Le cœur, je ne veux pas minimiser l'organe, mais c'est une pompe. Le foie, c'est un filtre, mais le rein est un filtre, mais le foie, c'est un vrai laboratoire, c'est plus compliqué. Et le laboratoire du babouin, il a fait du babouin dans l'humain. C'est-à-dire qu'il a fait un taux d'albumine à 20 et pas à 40 chez l'homme, des taux d'urée effondrés, et le reste des paramètres est également physiologique pour le babouin, mais pathologique pour l'homme. Donc la survie n'était pas assurée, même avec un foie de babouin sans supplémentation. Donc succès relatif. Il y a une tentative aussi échouée, bien sûr, de greffe de foie de porc chez une jeune femme en hépatite aiguë. Échec total, rejet aigu. À l'époque, on ignorait ces problèmes de protéines. Voilà une autre perspective, encore intéressante, encore plus futuriste, mais il faut bien s'ouvrir un petit peu l'esprit, rêver un petit peu, c'est le foie autoconstruit. C'est une équipe américaine, c'est une start-up américaine qui est issue d'Harvard, qui a développé cette méthode qui consiste à décellulariser un foie de porc avec des solutions de Triton, et il n'y a plus de cellules hépatocytaires. Par contre, il reste toute la matrice extracellulaire, il reste toute la charpente, l'architecture du foie. Et ensuite, ils ont réensemencé les foies avec des cellules souches pluripotentes et ils ont réussi à reconstruire un petit organe. Il y a des limites, vous allez voir, un rein, ils ont fait des foies. Voilà. Et ils ont greffé ces foies sur des porcs, bien sûr, ils ont commencé par les porcs. Et vous voyez ici un petit foie, alors visuellement c'est très satisfaisant, vous voyez un petit foie de porc qui a été greffé au déclampage, il se revascularise avec des petites cellules qui ont migré, qui ont habité le foie. Alors, visuellement, c'est joli, mais le succès est très relatif. Il faut être honnête. Voilà, vous avez une petite portographie qui est assez satisfaisante quand on la regarde. Vous avez une perfusion, un drainage du foie qui est fait en péropératoire, mais vous avez malheureusement des résultats qui ne sont pas encore acceptables. Vous avez ici en haut la courbe des survies des porcs greffés en allogreffe, et là les petits foies autoconstruits où la survie s'effondre à 24 heures. Il y a encore plein de défis à relever, l'ensemencement des cholangiocytes sur la voie biliaire, il y a eu beaucoup de problèmes de thrombose également, il y a eu beaucoup de problèmes d'adhérence des cellules sur la matrice, mais pendant quelques heures, le foie a régulé la glycémie, a produit un petit peu de bile, donc il y a un petit espoir, c'est pas complètement fou, c'est pas complètement désespéré. Donc voilà, c'est quand même une piste à suivre et à garder à l'esprit pour l'avenir. Voilà pour les projets et pour le greffon. Très rapidement et pour terminer sur l'amélioration de la tolérance du greffon, une petite perspective.
J'en parle parce qu'elle est quand même partiellement rennaise, c'est le projet Phoenix, hein, un projet issu d'un consortium européen qui est issu finalement de la rencontre de deux personnes, hein. Le professeur Giuseppe Remuzzi, qui dirige l'Institut Marco Negri de Bergame, qui a lu les travaux de cet autre chercheur canadien de Calgary, Pere Santamaria, qui a développé des nanotechnologies qui permettent de reprogrammer les lymphocytes T régulateurs pour lutter contre les maladies auto-immunes et de induire une tolérance pour ces auto-antigènes. Il s'est dit pourquoi ne pas traiter le rejet comme une maladie auto-immune à travers ces nanoparticules. Et donc c'est le projet qui est en cours, hein, de prendre ces nanoparticules, de reprogrammer les lymphocytes T régulateurs, d'occasionner une expansion systémique dans les tissus ganglionnaires. Et vous voyez ici le petit lymphocyte T régulateur qui va diminuer l'action des cellules présentatrices d'antigènes pour induire une cytotoxicité avec les lymphocytes T effecteurs. Voilà un projet qui est un peu ambitieux, auquel Rennes participe, pour l'instant en plusieurs étapes. D'abord le développement des nanoparticules qui est fait, ensuite le modèle murin qui est en cours sur la greffe de foie et la greffe de rein, et nous aurons un rôle à jouer en mai prochain pour le modèle porcin que nous allons évaluer pendant 1 an à travers plusieurs transplantations. Voilà, cet objectif de ce traitement est relativement ambitieux, il permettra d'avoir un seul traitement en une seule fois au début de la greffe, sans toxicité rénale, sans conséquences cardiaques ou métaboliques, sans baisse de l'immunité anti-infectieuse et antitumorale, et avec un organe qui est finalement considéré comme l'organe du soi. C'est un peu utopiste, mais c'est le projet qui a avancé. Il faut bien rêver un petit peu. Voilà quelques mots sur l'avenir en transplantation. Certains projets sont un peu farfelus, parfois on a l'air farfelus, mais un peu désespérés. Mais il y a d'autres gens qui ont eu des quêtes un peu farfelues, désespérées, qui ont fini par montrer qu'ils avaient raison de les poursuivre. Je vous remercie. Alors je connaissais Robin Desbois, maintenant je connais Fabien Desfois, si vous me permettez le mot. C'est la première fois qu'on te le fait, bon, c'est moi le conserver. Et ben la discussion est ouverte, on ne sait pas lequel choisir. Ah oui. Je crois beaucoup à la solution, la dernière solution, immunitaire. Je pense que là il y a une très grande marge de progrès. Solution médicamenteuse finalement de meilleure tolérance immunitaire des foies. Des questions? Monsieur Launois. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette vue d'avenir extraordinaire, extrêmement large. Et puis vous m'avez aussi un peu rappelé ma jeunesse, parce qu'en 1972, j'ai présenté aux Journées internationales de transplantation qui avait lieu à Lyon, la machine Waters, qui était une machine que connaît bien Karim, de préservation de reins, et qui avait exactement les mêmes objectifs. D'une part, préserver le rein avec un oxygénateur à membrane, avec aussi perfusion d'albumine, et puis c'était aussi une manière d'évaluer le rein, de savoir ceux qui pouvaient être utilisés, greffés, et ceux qui devaient être rejetés. Alors, cette machine Waters, en réalité, c'était la suite d'un travail remarquable fait par Belzer et par Samuel Kuntz à San Francisco, et ils avaient développé cette machine pour pouvoir justement évaluer et conserver les reins. Et puis, Belzer est parti dans le Wisconsin, où il a continué à travailler. Par ailleurs, il y a eu aussi Collins qui travaillait avec Paul Terasaki à Los Angeles et qui, lui, a sorti un liquide extraordinaire. Il a montré qu'il fallait utiliser pour la préservation des organes, qu'il fallait utiliser non pas des liquides extracellulaires, mais intracellulaires, avec notamment un contenu de potassium de 104 milliéquivalents. Et ce liquide de Collins a permis d'avoir des conservations de longue durée des reins, et par la suite, Joseph Benichou, qui a fait sa carrière à Paris, mais qui avait été chez Starzl, a montré qu'on pouvait perfuser les foies avec ce liquide de Collins et avoir une conservation de 6 à 8 heures. Mais il y a eu encore mieux. Belzer, qui a continué à travailler dans le Wisconsin,
a signé un papier avec la signature aussi de Karim Boudjema sur un liquide de préservation extraordinaire qu'on a appelé le liquide de Wisconsin, qui permettait des préservations jusqu'à 18 et 20 heures. Et c'est là où je vais un petit peu intervenir sur votre banque. La banque que vous envisagez avec la perfusion en normothermie, avec la démonstration que vous avez faite avec les perfusions dans les différents vaisseaux, etc. Parce que vous dites on va pouvoir avoir des banques. Mais avec le Wisconsin, quand on cherchait à préserver 18 heures ou 16-18 heures, on a eu des problèmes avec les wabilières, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Et finalement, on est revenu à des préservations beaucoup plus courtes de 10 heures. Voilà en gros ce que je voulais dire sur les perfusions. Je ne vais pas discuter sur le reste, mais je voudrais aussi fêter l'anniversaire. En effet, il y a presque 30 ans, à l'Académie nationale de chirurgie, l'équipe de Rennes présentait les 200 premières greffes de foie à Rennes. Et il y avait 2 signataires qui sont là aujourd'hui, enfin il y en a un qui n'est pas là mais qui n'est pas loin. Les 2 signataires qui ont signé le papier, c'était Mohamed Lakéal et puis c'était aussi Christophe Camus qui sont toujours dans l'équipe. Alors ce qui est intéressant, et ça j'aurais aimé que vous me parliez de ça, parce qu'avec Karim aussi on a participé à un rapport sur les enjeux de la greffe hépatique. Et alors les malades qui sont actuellement greffés sont tout à fait différents des malades que nous greffions il y a 30 ans. Il y a 30 ans, sur ces 100 premières greffes, qui concernaient 110 hommes et 62 femmes, l'âge moyen était de 43 ans et 7 mois, avec des extrêmes de 17 mois à 66 ans. Et les malades greffés étaient tout à fait différents. Bien sûr, il y avait 104 cirrhoses, mais il n'y avait que 31 cirrhoses alcooliques. Il y avait 21 cirrhoses post-hépatitique B. Il y avait 24 cirrhoses post-hépatitique C. Il y avait 7 cirrhoses biliaires primitives. Il y avait 21 cirrhoses non A, non B, et puis des cirrhoses indéterminées. Il y avait 7 cholangites sclérosantes. Donc des malades tout à fait différents. Et il y avait aussi 22 hépatites fulminantes, avec tous les types d'hépatites fulminantes, parce qu'il y avait bien sûr des post-hépatitiques, donc une post-hépatitique A chez un malade qui avait mangé des huîtres à l'Orient. Donc, mais il y avait aussi des hépatites, beaucoup d'hépatites médicamenteuses. Voilà les malades qu'on avait transplantés. C'est tout à fait différent. Et aujourd'hui, alors voilà, la typologie, aujourd'hui, les indications. Je vais vous dire, monsieur Launois, merci beaucoup. Que vous fêtiez il y a 30 ans la 200e, mais là on est sur le point, je pense à quelques greffes, de fêter la 3000e. 3000e greffe à Rennes. C'est pas moi. Un vrai travail d'équipe qui marche très bien. Effectivement, vous avez raison de le dire, il y a un vrai changement de paradigme dans le receveur, dans la greffe. Rien que sur les indications, sur l'indication, l'hépatite C est un problème qui est quasiment résolu, donc on ne greffe quasiment plus d'hépatite C. Il y a une véritable augmentation d'indications de transplantation pour des cirrhoses sur NASH. C'est la première indication aux États-Unis, et elle ne fait que grimper chez nous aussi. Donc le receveur change pour son indication et son profil aussi, de plus en plus comorbide. Plus en plus, effectivement, qui va avec les pathologies cardiovasculaires, les pathologies néoplasiques qu'on redoute, parce que les patients ont plus tendance à faire des problèmes cardiaques post-opératoires, et on devient de plus en plus vigilant sur le risque cardiovasculaire post-opératoire. C'est un vrai changement de paradigme qui pose des nouvelles questions en transplantation. Les malades meurent parfois plus de complications cardiovasculaires que de récidive de la maladie ou de complications liées au greffon ou à la immunosuppression. La dernière machine que vous avez présentée à perfuser le foie, qui était une véritable usine, puisque vous avez tout intégré finalement, y compris les fonctions annexes, c'est quelle taille? Elle est transportable, je veux dire, pour les prélèvements qui ont lieu à distance du centre? Alors, vous soulevez un problème important, c'est la logistique. Oui. Je pense que c'est un problème aussi cardiaque. La machine que vous nous parlez, celle de Clavien, de M. Clavien à Zurich, c'est sensiblement la même taille que la nôtre, ça fait, je ne sais pas, la taille de 2 pupitres, on va dire, mais ça représente en plus d'un problème de taille, un problème de logistique, de surveillance très important. Il
faut quelqu'un constamment avec pour veiller à l'absence de problèmes de circuit, d'alarmes de perfusion qui sont très fréquentes. Hein. Donc je pense qu'il faut un véritable perfusionniste avec nous pour travailler. Enfin, et quand vous prélevez à distance alors? À distance, alors on fait que des perfusions sur place. Je crois que les chirurgies cardiaques emmènent la machine sur place pour aller perfuser le cœur. C'était ma question. C'était la même chose, c'était la logistique. C'était pour savoir si vous alliez avec la machine sur place. Quelle est votre attitude? Est-ce que si on soit du chaud ou du froid, est-ce qu'il y a des attitudes différentes? Est-ce que finalement là, vous prélevez classiquement, vous mettez dans la glacière et vous perfusez à la maison quand vous êtes rentré au CHU? C'était un peu la même question. Logistiquement, c'est beaucoup trop compliqué parce qu'on a une back table à faire. Nous, on doit squelettiser tout le foie pour le perfuser. Il y a un temps incompressible. Logistiquement, c'est compliqué d'emmener la machine, emmener les culots, parce qu'on prend des culots à la banque du sang, pas sur le malade, donc pas sur le receveur. Vous perfusez au retour. Absolument, perfusez au retour. Merci. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Et sur les reins limites, vous, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous faites un appariement par l'âge ou par pathologie? Sur les foies limites, oui. Utiliser des fois... Vous avez évoqué ces 349 fois sur lesquels vous allez travailler. Est-ce que vous posez la question d'un appariement par l'âge ou selon les types de morbidité? Alors, ce sera dans un essai, donc les patients seront inclus, donc ils auront le choix de refuser ou non ce genre de procédure. Oui. Donc, au premier temps, c'est ceux qui voudront participer. Mais ceux qui ont un accès rapide... Je parle de l'appariement, du foie. Du foie avec entre le donneur cadavérique, oui. Ou donc l'état du foie, et le receveur en fonction de son âge et de ses comorbidités. C'est pour aller un peu avec l'urgence de la greffe. Si quelqu'un qui a très peu de chances de se faire greffer, parce qu'il est bas sur la liste, on lui proposera ce genre de greffon un peu à critères élargis, comme on le fait avec le Maastricht, je crois. D'autres questions? Oui, M. Launois. Je reviens à nouveau sur le prélèvement. Vous faites le prélèvement à cœur arrêté ou à cœur battant pour prélever le foie? Parce qu'à partir du moment où vous le mettez sur la machine, on a presque envie de faire le prélèvement à cœur battant, tout au moins sur place. On fait le prélèvement à cœur battant sur le morencéphalique, à cœur arrêté dans des conditions très particulières. Il est déjà perfusé, il y a une circulation régionale normothermique qui est permise grâce à la participation de l'équipe de cardio-thoracique, ici présente. Et ces greffons-là, on ne les perfuse pas en dehors de quelques petites indications particulières, c'est très marginal. Vous ne faites pas de prélèvement rapide? Non. En France, la réglementation, ça se fait encore aux États-Unis, aux pays anglo-saxons, où ils font l'arrêt cardio-respiratoire au bloc opératoire et ils sautent sur le malade en quelque sorte pour aller canuler les vaisseaux rapidement. Mais en France, on met une CRN en place, c'est-à-dire il y a un arrêt cardio-circulatoire qui est fait sous contrôle en réanimation. L'équipe cardio-thoracique est sur place, pose l'ECMO. Enfin, l'ECMO, c'est une CRN qui perfuse exclusivement les organes abdominaux. Et cette technique a permis d'effacer un peu la différence, en tout cas pour le foie, qu'il y avait entre le rapide et le morencéphalique sur les complications biliaires. On s'est rendu compte dans nos séries françaises qu'on n'avait pas les complications biliaires du rapide. L'ischémie biliaire était divisée par 3 avec la CRN. Donc en France, on ne fait que comme ça. Très bien. Eh ben, bravo, c'était superbe, bravo. Et bravo à l'école de chirurgie de Rennes. Je crois qu'ils nous ont fait des présentations, passé un après-midi de chirurgie absolument exceptionnelle. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça a été un véritable régal. Vous avez été, je dirais pas au-dessus des attentes, parce qu'on attendait beaucoup de vous, mais c'est comme ça qu'on parle maintenant. Donc en tout cas, parfaitement en phase avec le niveau qui est celui de l'académie, mais que vous connaissez bien, et de ce qu'on attend en particulier des jeunes chirurgiens. Et on en discutait tout à l'heure. On a été absolument ravis de voir tout ce que on se pose des questions sur la formation des jeunes chirurgiens, sur leur niveau technique, etc. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a eu la crème de la crème. Mais enfin, vous-même, vous êtes entouré de vos collègues. Je pense que le niveau chirurgical, on le sait, je l'ai dit en commençant à Rennes, est véritablement excellent. Mais ça laisse de bonnes augures pour le niveau des écoles de chirurgie en France, sur lequel, mon cher Philippe Marre, nous réfléchissons en permanence. Mais en termes d'habileté technique, je pense qu'on n'a pas beaucoup de soucis à se faire. Je ne sais pas si on était bons, mais ils seront au moins aussi bons que nous l'avons été. Absolument. Voilà. C'est l'avenir de l'avenir. C'est l'avenir, le futur de l'avenir. Merci, Monsieur le Président, et merci à chacun des académiciens d'avoir bien voulu ce
se déplacer jusqu'à Rennes. Vous savez que, je le répète, Fabien Robin donc, est au centre de cette organisation et vraiment je voudrais en votre nom le remercier encore. Et vous dire que vous vous êtes inscrit, sans doute, au dîner de ce soir. Ça se passe à la Closerie, ce n'est pas loin du tout, c'est à une encablure, puisque nous sommes à Rennes, c'est une encablure de l'Académie. Donc la Closerie, où on est attendu à 20h. Alors ça c'est pour ce soir, et puis il y a un programme demain, peut-être Hubert va détailler un petit peu. En fait, effectivement, donc cette session, elle était exclusivement pour l'Académie, enfin même si tout le monde a accès à nos sessions. Demain, il y a une journée sur la robotique, qui est d'ailleurs présidée par un certain Karim Boudjema. Voilà. Et il se trouve que bon, l'Académie est assez soucieuse de voir un peu la pénétration robotique dans les différentes régions en France et son évaluation, parce que les deux vont de pair. Et donc, nous avons un partenariat avec CMR et Patricia Chenet, qui est directrice de CMR Benelux et France, c'est ça, et ici présente. Et nous présenterons demain, dans le cadre de cette journée, une étude que l'Académie a faite avec le partenariat de CMR, la première en France, pour déterminer l'impact des différentes voies d'abord. C'est-à-dire que il y a des interventions qui sont faites par voie conventionnelle, d'autres par Célio et d'autres par robot. Mais finalement, on ne sait pas exactement, et donc c'est la première fois qu'on va montrer, eh bien, en Bretagne, par exemple, quelle est la pénétration de la robotique dans un certain nombre d'actes, en urologie, en thoracique et en viscéral. Voilà. Et donc, tous les académiciens sont invités à cette journée robotique et l'Académie paiera leur droit d'entrée. Voilà, c'est déjà prévu avec les organisateurs. En attendant, on se voit tout à l'heure à 20h. Demain, ça commence à 9h. 8h30. 8h30, et c'est ici. Enfin, pas dans cette salle, mais au couvent des Jacobins. Ça nous paraissait une bonne opportunité de coupler. D'ailleurs, c'était le choix que nous avions fait pour cette session délocalisée. Voilà. Et les dates du 7 et 8 décembre. Alors, les 7 et 8 décembre, donc 2 journées très denses hein, sur la chirurgie 4.0, comme on dit, et la soirée du 7, orchestre, jeunes chirurgiens, 69 start-up à Paris Santé Campus, histoire de mêler, on est trop en silo, hein, les industriels, les jeunes chirurgiens, les vieux, et parce que finalement on a tous besoin les uns des autres. Voilà. Les très jeunes peuvent venir parce qu'ils peuvent avoir des idées de start-up déjà. Voilà, et l'Académie remettra 4 prix. Voilà. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général.